Bonsoir à tous. Les singes sont les plus proches cousins de l'homme, mais que nous laissons mourir sans rien faire. Aujourd'hui, nous irons à la découverte d'une espèce endémique au Bénin, mais qui progressivement est en train de disparaître. Ce singe a un très grand ami au Bénin, le professeur Brice Tessin, qui le côtoie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le professeur nous amène à la découverte de l'espèce au jardin botanique de l'UAC, où nous retrouvons quelques troupeaux qui sont en compagnie des conservateurs du milieu. À la découverte de l'espèce dans ce numéro de votre magazine, la Minute de l'écolo. Monsieur le recteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. L'espèce qu'on vient de retrouver, il nous a fallu un peu de patience. Il a fallu d'abord siffler. Pourquoi ce sifflement? C'est un peu pour imiter le cri de ralliement, le cri de socialisation. Tandis que si on sifflait autrement, ça va être la débandade, c'est-à-dire l'alerte d'un danger imminent. Comment les reconnaît-on? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières pour les identifier? Oui, tout à fait. Donc la taxonomie, donc la science qui étudie la catégorisation, la classification des espèces, part souvent de la morphologie. Donc c'est un singe qui a un pelage roux. Et ce qui est caractéristique, vous voyez, la bande voilà, très blanche et le ventre rouge, puisqu'on dit le singe à ventre rouge, red belly monkey. Donc, le nom scientifique, c'est quoi? Cercopithecus erythrogaster, érythro, qui veut dire rouge, ventre rouge. C'est ce que cela veut signifier. Mais dans nos langues locales, c'est Zinkaka. Est-ce qu'il y a une signification à ça? C'est une onomatopée. En fait, pour crier, l'espèce va émettre un si. Donc les populations ont utilisé, vous voyez, cette façon d'exprimer sa présence quelque part. C'est ça qui a été utilisé pour lui attribuer le nom de Zinkaka, singe, le petit singe kaka, et qui effectivement pousse ce genre de cri. Dans quel milieu retrouve-t-on ces singes-là en particulier? C'est un petit singe de forêt qui a besoin d'humidité. Il faut un taux d'humidité, j'allais dire, relativement élevé tout le long de l'année, c'est-à-dire autour de 75 à 80% en moyenne. Là, on va retrouver. Et puis mieux, c'est un singe qui va beaucoup aimer les zones humides, les zones temporairement inondées. Et aussi des sols argileux, puisque vous savez, la ville retient suffisamment d'eau. Et même en saison sèche, il peut toujours avoir, vous voyez, d'évaporation par capillarité. Donc c'est ça un peu les conditions. Mais dans quelle localité ces conditions-là sont favorables pour les retrouver? Tout ce qu'il y a comme vallée de l'Ouémé, vous voyez, j'allais dire beaucoup plus d'Adjoun jusqu'à la latitude d'Asso, de Wenri. Vous voyez, ce sont des aires propices. Et puis si on prend ce qu'on peut appeler un peu la dépression de la Lama, qui va à peu près du Rolidien à Pobin, et qui vient toucher la frontière, vous voyez, du Bénin vers le Togo. Voilà, donc ce sont les endroits les plus propices. Et le biotope, l'habitat le plus important qu'on ait vu jusqu'à présent, c'est la forêt classée de la Lama. D'où l'intérêt d'avoir une politique, vous voyez, de protection de la nature. Vous êtes très amis du singe à ventre rouge. Oui. Votre première rencontre, ça date de quand? Disons de 1994, avec la descente du spécialiste des petits singes de forêt, le professeur John Oates. Et c'est ce professeur qui, en 1994, a débarqué dans mon laboratoire. J'étais au champ de foire à l'époque. Il avait la photo, mais la photo du spécimen qui a été conservée au Jardin zoologique de Londres. C'est une image qui date de 1866. Vous voyez,
Et c'est ça qu'il a pris pour venir me montrer. Ben tiens, au Bénin, est-ce que vous avez cette petite guenon à ventre rouge? Et instinctivement, je dis non. J'ai jamais vu cela. Je connais la plupart des primates qu'il y a au Bénin, depuis les grands babouins jusqu'aux galagos qui ont la taille de souris. Ça, je les connais, mais je n'ai jamais vu le type de singe. Bon, c'est vrai, les monas, c'est toute une autre morphologie, tout au moins couleur et ainsi de suite. Donc ce n'était pas cela. Encore loin des colobes qui sont beaucoup plus prononcés dans le noir et sont des folivores. Donc tout cela, par rapport à la connaissance que j'avais des singes, je lui ai répondu par la négative. Et c'est là où il m'a raconté qu'il a déjà fait toute l'Afrique centrale, il n'a rien retrouvé. Il a fait la partie, j'allais dire, du bloc guinéen, depuis la Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire et Ghana, et toujours rien du tout. Or, le spécimen qui a été déposé au jardin zoologique de Londres en 1866 indiquait clairement que ça vient de l'Afrique occidentale. Bon, du coup, Afrique occidentale pour les Anglais à l'époque, c'était le Nigeria ou la Golden Coast, le Ghana. Donc il a fouillé partout et il n'a rien trouvé, sauf une sous-espèce qui lui est très proche, mais qui a le ventre gris. Donc c'est le même Cercopithecus, Erythrogacea pocoki, mais qui était pris un peu comme étant, vous voyez, la sous-espèce de confusion totale. Parce qu'il cherchait partout, n'ayant pas vu le vrai ventre rouge, il s'est dit, en fait, il y a le dessin de reportage, le rapport qui a été fait, c'est un dessin, mais le spécimen montrait clairement que le ventre est roux. Ça l'a perturbé. Et comme j'avais un programme sur les monas et les colobes à l'époque, il a dit si on peut visiter les quelques îlots que nous avons, parce qu'il a parcouru quasiment partout et il ne restait que ce bloc du Bénin et du Togo. Donc nous avons été à Sakété, où on a vu les monas. On a été à Pobé, on a rencontré aussi des monas et des vervets. Et puis nous sommes descendus dans la forêt classée de la Lama. Et là, nos rencontres avec les monas étaient extrêmement importantes. Et les 2 jours que nous avons passés ensemble, on ne trouvait toujours pas le singe à ventre rouge. Moi, je devrais redescendre sur Cotonou pour mes enseignements à la faculté des sciences agronomiques. Et lui, il a préféré passer un dernier jour dans cette forêt et prendre son avion le lendemain. Fort heureusement, en sortant de la forêt, il a pu voir une bande de singes à ventre rouge avec les monas qui sont des singes, j'allais dire, beaucoup plus communs ici. Et il a réussi à prendre l'image, vous voyez, même si c'était un peu dans le flou, la précipitation, l'excitation, on voyait bien le flou, mais le flou dans le roux. Et quand il est arrivé me voir au laboratoire à l'époque, au champ de foie, et il était tout heureux en disant, mais tiens, vous avez le singe à ventre rouge. Je dis, mais tiens, et d'où? Il dit, même de la Lama. Et il m'a raconté un peu l'histoire de cela. Donc voilà comment c'est parti. Le singe s'est révélé, il y a eu plusieurs études après. Aujourd'hui, c'est fait que c'est une espèce en voie de disparition. Oui, il y a eu beaucoup d'études. La thèse de Georges Nobumin, c'est l'étude la plus approfondie là-dessus, mais il faut aussi dire que le contact avec les Américains aussi a été vite favorisé. Le professeur John Holt est de la Hunter College of New York, donc il est américain. Donc lui aussi, il a envoyé des stagiaires, des chercheurs. C'est ainsi que ça a pris, la mayonnaise a pris. On a commencé à fouiller quasiment tous les petits coins de son aire d'occurrence historique et actuelle. C'est une espèce en voie de disparition qui pourrait nous échapper, vous le concevez? C'est une espèce non seulement en voie de disparition, mais c'est une espèce endémique. On l'avait cru essentiellement limité au Bénin, ce qui était
un genre d'acclamation pour nous, puisque ça veut dire que nous avons la responsabilité au niveau mondial de sa survie. Bon, il y a un petit groupe qui s'est détaché en suivant toujours la dépression de la lama, qu'on a retrouvé au niveau de la frange sud-orientale du Togo, au niveau du parc national de Togodo, mais un peu plus aussi dans quelques îlots forestiers. Tant mieux, ça montre que bon, la population, grâce à cette stratégie de diffusion, peut éviter à l'extinction locale. C'est ça qui est intéressant. Que le singe nous fuit finalement pour le Togo. Si nous ne lui offrons pas les conditions de quiétude, les conditions de viabilité de sa population, il n'y a rien à faire. Ces pressions-là, ça vient surtout de la dégradation de son habitat. Le danger commence quand l'habitat disparaît. Ça vient de la pression de chasse. Il y en a toujours, malgré toutes les campagnes de sensibilisation et d'information généralisée que nous avons surtout déployées au début des années 2000, fin années 90-2000, il y a toujours quelques chasseurs pour diverses raisons, consommation locale et habitudes chasseresses, qui continuent toujours à tirer sur cette espèce relativement menacée. Par exemple, dans la forêt classée de la lama, le braconnage a malheureusement repris. Et les populations qu'on estimait déjà proches du millet, ça a encore chuté, disons, à son plus bas niveau, autour de 300, voire certainement moindre, parce que la dernière petite étude qui a été faite, quoique un peu symbolique, montrait qu'on serait même en dessous des 200 individus. Mais c'est une espèce qui développe ce qu'on appelle les métapopulations, c'est-à-dire qu'à partir d'un réservoir de population, on peut avoir beaucoup de sous-groupes qui s'éclatent à partir d'une souche. Donc c'est ainsi que vous allez retrouver cela, vous allez retrouver ces petits groupes dans les terroirs au niveau des Togbota, donc toute cette zone humide de Sedjedenou, qui font ces zones qui font encore un peu avec la lagune. On va essayer de les retrouver au bord de la lagune de Nopé. C'est une espèce qui est très familière, mais qu'on n'aura pas le temps de beaucoup connaître avant sa disparition. Mais que proposez-vous comme action phare pour conserver? Disons, heureusement que les scientifiques ont vite pris la question dans les mains au milieu des années 90. Et depuis lors, il y a eu quand même beaucoup de campagnes de sensibilisation grâce à l'aide de la branche UICN des Pays-Bas, grâce aussi à une fondation des Pays-Bas, Bantienovet. Donc tout cela était venu pour appuyer les actions qu'on menait à l'époque. Et ça a porté, j'allais dire relativement, ses fruits, quand bien même, comme je le dis, dès que les gens souffrent un peu de manque de protéines, ils n'hésitent pas à retourner à leurs vieilles habitudes. Il y en a par-ci par-là. Mais globalement, je pense que l'espèce est toujours en danger parce que la taille de la population reste très critique. Mais grâce à cette stratégie de dispersion et aussi à l'anthropophilie qui a été développée, c'est une espèce qu'on peut retrouver dans des terroirs banals. Comme je vous l'ai dit, ce sont des jachères vers Togbota, Togbota Agé, Togbota Oudra, Dasso. On peut retrouver ça dans les terroirs agricoles en jachère. Il va avoir du plaisir à le contempler. Le déchiffrer par rapport à son pelage, à son comportement. Parce que si vous voulez bien conserver une espèce, il faut aussi prendre le temps de bien maîtriser la reconnaissance de l'espèce à travers ses gestes, ses cris, sa façon de se comporter. Donc on ne va pas dire comme elle est menacée, elle est en danger, dès qu'on la voit rapidement de s'enfuir. Non, pas du tout. Il ne faut simplement pas avoir des gestes, j'allais dire, stressants, des gestes menaçants, parce que n'oubliez pas, on croit que c'est des espèces sauvages qui n'ont pas leur capacité à rapidement comprendre notre gestuelle, pas du tout. Ce sont des espèces qui nous suivent
et qui savent tout de suite c'est quoi la menace. Dès que je prends un bâton et que je le pointe dans sa direction, le réflexe est rapidement de fuir parce que c'est le fusil et ils ont déjà eu le temps de voir beaucoup de gens porter les armes. Donc vous voyez, si ces gestes ne sont pas, j'allais dire, ostentatoires, c'est une espèce qui peut accepter un certain degré de contact. Et suite à cela maintenant, on peut aller raconter autour de soi l'importance de l'espèce, partager aussi son admiration avec d'autres, amener même d'autres à l'observer pour que davantage de gens en prennent connaissance et aussi se conseiller mutuellement d'éviter de chasser, de chasser l'espèce, d'éviter de lui porter des coups préjudiciables à sa survie.